Et salut à tous! C'est la troisième fois que je recommence cette vidéo, ce châssis est maudit. Donc vidéo sur la E4 FWD, ce châssis qui est la déception de l'année, hein, clairement. J'en suis pas morte, hein, mais ça m'a coûté 80 balles l'histoire, je vais vous montrer pourquoi. Sachant que le SAV a été assez moyen, Team Magic n'a pas pu m'envoyer de pièces de rechange et m'a demandé de me retourner vers le magasin chez qui j'ai acheté la voiture, qui ne peut rien faire non plus a priori, puisqu'ils ont des châssis au compte-gouttes et que voilà. Donc j'ai racheté la pièce en question, pièce qui doit arriver dans la semaine déjà pour commencer et qui m'a coûté donc 80 balles. Alors la voiture est roulante, hein, ça n'empêche pas de rouler, mais bon, au 21e siècle, il y a des choses qu'on aimerait ne plus voir, et ça fait partie de ces choses-là. En ce qui concerne le matos sur la voiture, on est sur une batterie shorty, donc c'est mes premières shorty, donc j'en ai commandé 3 avec la voiture. Elles sont toutes simples, elles sont en 140C, ça me paraissait quand même un petit peu important. Mais elles ne font genre que 4000 mAh, voilà. Donc on va pas être sur une autonomie faux folle, mais on est sur de la lipo a priori assez fine. Je sais pas si c'est la taille standard des lipo shorty, mais en tout cas c'est extrêmement fin. D'où le fait que, première grosse modification, j'ai mis un scratch pour tenir la lipo. Et évidemment, visserie inox de partout, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas de la visserie inox d'origine. Alors du coup, on est sur un châssis full carbone, un support avant, support arrière, le châssis lui-même, platine supérieure, renfort de transmission centrale, tout ça, c'est du carbone. On a une colonnette en alu à l'arrière qui sert à modifier le flex, soit en la reculant, soit en ajoutant le long du châssis. Donc là il y a des trous en dessous, là sous le récepteur, et il y a des trous, on peut rajouter des colonnettes. On peut voir que la direction est montée sur roulement. Donc on a un différentiel à l'avant, des amortisseurs en alu, des pins inversés de partout, de la barre anti-roulis. Devant c'est lesté, c'est beaucoup lesté. On peut enlever des lestes, il n'y a pas de problème. La question que je me suis posée quand j'ai monté cette voiture, vous savez que j'ai fait une OpenRC traction qui reprend à peu près la même répartition des masses. C'est-à-dire que sur la mienne, la grosse différence, c'est que la batterie se trouve perpendiculaire au châssis au lieu d'être parallèle au châssis, et là où se trouve la lipo sur la E4 se trouve le moteur sur la mienne. Je trouvais cette répartition des masses assez étonnante pour un traction, sachant que du coup on est obligé de lester l'avant. J'ai dû faire pareil donc sur ma traction, c'est pour ça que ça me paraît étonnant que ce soit aussi répandu. On va continuer sur ce châssis là, donc les cardans sont à double joint à l'intérieur, enfin à la fusée. En général on trouve ça plutôt sur les voitures de drift 4 roues motrices, parce que du coup ça permet d'avoir des cardans qui ont un angle assez, enfin qui ont la possibilité d'avoir un angle assez ouvert. Voilà, puisque du coup il y a 2 joints au lieu d'en avoir un seul. Pour le cerveau, à la base je voulais partir sur un cerveau 0,08 secondes, mais en long, comme vous le voyez. Là c'est low profile ou low profile, donc celui-ci a été récupéré sur le TA08, qui a eu la chance d'une upgrade assez violente. Il s'est pris le petit cerveau Connect 10 kg brushless. Voilà, on est sur encore une autre gamme en termes de cerveau, mais le TA08, comme je vous le disais, c'est ma voiture de cœur, c'est la voiture que monsieur m'a offert. Là il y a marqué en gros SPT, je peux pas me tromper ce coup-ci. Donc c'est un SPT 12 kg, celui qu'on connaît bien, celui qu'on aime bien. Le moteur est normalement un moteur Sensored, mais la flemme. J'avais ça qui traînait, là, le petit Easy Run Max 10 qui traînait dans ma boîte à outils. Ouais, j'ai ce genre de truc là qui traîne dans ma boîte à outils. Voilà. Comme il n'est pas Sensored,
et que j'avais pas envie de racheter voilà, hein, c'est bon, j'ai assez dépensé de thunes comme ça ces 2 derniers mois à acheter 2 bagnoles d'affilée. Du coup, j'ai monté le Max 10, voilà, donc à voir ce que ça va donner. Je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. L'avantage, c'est que je peux le programmer, hein, avec la carte V2 de chez Hobbywing, et ça, c'est cool parce que ça me fait au moins 2 variateurs avec celui du NXT que je peux programmer grâce à cette carte. Voilà, donc le moteur, c'est un Trackstar. Voilà, donc c'est une marque que je ne connais absolument pas. En termes de pignon, comme d'habitude, je suis parti sur un pignon qui me donne une démultiplication aux alentours de 5,2 à peu près. Je sais toujours pas si c'est ok, si c'est pas ok. Moi, ça me permet de rouler comme j'aime, c'est-à-dire a priori, j'ai pas de problème de coupure, j'ai pas de problème d'autonomie, j'ai pas de problème de quoi que ce soit. Donc toutes mes voitures pistes touring ont ce genre de démultiplication aux alentours de 5,2 avec des moteurs entre 8,5 et 10,5 tours. Voilà, on va passer aux qualités. Donc la première qualité notable de ce châssis, c'est que pour 150 balles, vous avez du full carbone. Voilà. Qu'on soit bien d'accord, je pense pas qu'il y ait beaucoup de châssis qui fassent ça, qu'il y ait beaucoup de marques qui fassent ça. On est sur du full carbone, c'est beau, voilà, il n'y a pas de défaut notable, quoi. Les amortisseurs sont en alu complètement, ils sont un peu relous à monter, j'ai dû les repurger 2 ou 3 fois, je crois. L'huile d'origine est fournie, c'est de la 400 au carré. Les ressorts sont différenciés avant-arrière, ça c'est cool. Donc on a des ressorts un peu plus durs à l'avant, un peu plus mous à l'arrière. Tout est réglable évidemment, tout est sur pas inversé, tout est sur roulement, il ne manque pas un seul roulement. Les barres anti-roulis sont fournies à l'avant et à l'arrière, elles sont aussi différenciées évidemment à l'avant et à l'arrière. Les pièces sont de qualité dans l'ensemble, les plastiques sont de très bonne qualité, c'est chargé carbone comme on aime. Donc j'en viens aux défauts. Donc le principal défaut que je vois, c'est qu'il n'y a pas grand chose de fourni dans la boîte, en plus de la notice qui est pas faux folle. Voilà. Donc ça, c'est les défauts de la voiture si elle vous était livrée en bon état. Donc vous imaginez bien que ça n'a pas été mon cas, hein. Vous vous rappelez, je vous ai dit, ça m'a coûté 80 balles de plus. Donc bon, je vais continuer sur les défauts standards. Un des défauts que j'ai noté, c'est que au niveau de la barre anti-roulis, on n'est pas monté sur roulement à vie. Alors vous allez me dire, ah, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais, mais à ce prix-là, la concurrence le fait sur des 4 roues motrices. Et en plus, c'est une option, quoi. Donc j'ai payé le châssis 142 €, je crois, ou 143 €. J'aurais payé 155 € pour la barre anti-roulis sur roulement à vie. Voilà, c'est vraiment quelque chose. J'aurais pas trop hésité à dépenser 10 ou 15 balles de plus pour avoir des roulements sur les barres anti-roulis. Je sais pas ce que ça apporte, je suis sûr que ça apporte rien, c'est juste le côté quali du machin, quoi. Autre particularité, on est monté sur des étriers à axe, pas de rotule là. Et puis alors à l'avant, c'est mieux au XXe siècle. Pareil, chez la concurrence, on est sur rotule, full rotule. Je pense ça apporte pas grand chose. Les rotules, on est d'accord, ça apporte pas. Enfin, même d'ailleurs, les étriers apportent plus de débattement, mais là, on est sur une traction, quoi. Je veux dire, je fais pas du drift avec, je pourrais pas faire du drift avec, à part en marche arrière. Donc je m'en fous qu'il y ait du débattement de direction, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit précis, que ce soit moderne, que ce soit. Voilà. Bon, je m'en remettrai aussi, hein, ça va. Si j'aurais aimé avoir des pneus dans la boîte, des roues dans la boîte. Donc là, j'ai trouvé ça chez Udi, c'est des trucs spécial traction. C'est très dur et en même temps, ça a l'air d'avoir quand même pas mal de grip. Donc je sais pas ce que c'est le délire. Je vous dirai ça une fois que je les aurai roulés, mais ouais, on est sur des pneus dédiés à la traction. Voilà. À voir ce que ça va donner. Après, pour le reste, il y a ce qu'il faut dans l'ensemble dans la boîte, hein. Vous allez trouver de l'huile pour le différentiel, d'autant plus que c'est de la 1 million et que j'ai trouvé que c'était assez compliqué d'en trouver à des prix raisonnables. Je sais pas pourquoi la 1 million coûte plus cher que les autres, c'est juste qu'elle est plus pâteuse, mais en soi, l'huile d'amortisseur et l'huile de différentiel coûtent le même prix. Pourquoi l'huile de différentiel 1 million coûte plus cher? Moi, pas comprendre.
Bon, voilà. Donc j'étais contente qu'ils en mettent dans la boîte. Voilà. Qu'on soit bien d'accord, sur une traction, la 1 million, ils auraient mis un axe rigide devant, c'était pareil, hein, vraiment. On est sur du turbo rigide, voilà, c'est 1 million, quoi. Mais le différentiel, là, pour le coup, le mérite d'être là. Donc ça veut dire que si on veut une voiture plus facile, on change l'huile, on met de l'huile plus souple. Voilà, maintenant on a fait le tour de la voiture. Je viendrai à la notice après, je vous montrerai la notice après. Je vais vous montrer moi ce que j'ai eu comme problème avec la voiture. Et après je digresserai un peu comme je le fais si souvent. Voilà. Mais en gros, on est sur une voiture full carbone. C'est beau, hein? Sauf que moi j'ai eu la chance d'avoir un châssis qui n'était pas fraisé devant. Voilà, on est au 21e siècle, donc du coup j'ai dû mettre des putains de vis à tête bombée en attendant de recevoir mon nouveau châssis. Alors il faut savoir que les vis du pare-choc qui sont là, je les ai fraisées. Là, j'ai essayé de fraiser, mais ça a foiré. Donc j'ai utilisé une technique à base de sel et de colle cyano pour reboucher le trou que j'avais fait, c'était vraiment horrible, hein. Et j'ai monté des têtes bombées, quoi, parce que voilà. Du coup, c'est le moment de digresser. Non, même en fait, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est voilà, que mon modèle à la faire rouler. Donc la carrosserie, c'est une Zo Racing, c'est la deuxième que je prends. Vous le savez si vous avez regardé la vidéo de la Cero, je suis très très fan de ce que fait Zo Racing, pour la simple et bonne raison que le noir autour de la vitre là, c'est de la peinture, parce qu'il livre les caches pour faire les joints de vitre. Je trouve ça assez cool, parce que du coup ça permet de faire des caches d'une couleur différente de la carrosserie. Pareil pour l'arrière, bon, on verra moins parce qu'il y a l'aileron. Carrosserie que j'ai peinte moi-même avec amour et dont je suis assez fier. Bon, il n'y a rien à dire, c'est une carrosserie, c'est la Zo Racing Gorilla, c'est une carrosserie dédiée à la traction, comme vous pouvez le voir. Donc en général les tractions n'ont pas de, enfin c'est découpé, quoi, c'est découpé des breaks, voilà. Donc en général beaucoup d'appui à l'avant, un petit peu moins à l'arrière. Un peu fier de ma carrosserie, c'est la deuxième que je fais à l'aérographe. Et ma foi, je suis contente. Voilà, je suis contente. Bon, il y a encore ces fâcheux supports d'amortisseurs horizontaux que je n'aime pas, mais là j'ai fait attention de ne pas me foirer. Ce qui fait tomber le support d'amortisseur au milieu d'un pli de la carrosserie. Youhou, youpi, youpi. Voilà, bon, après c'est pas grave, hein, on fait avec. Voilà. Rien d'autre à dire de particulier. On va parler de la notice, de cette magnifique notice que tout le monde aimerait. Voilà. Non, personne veut une notice comme ça. Donc, la notice. Donc la première page est jolie. Mais ça fait pas tout, hein, on est d'accord. On va attaquer direct. Donc il n'y a pas de français, mais ça moi je fais avec. Enfin je fais sans plutôt, je m'en fous un peu. Choisissez un bon vendeur. Le problème c'est que trouver un bon vendeur qui vende du Team Magic en France, il n'y en a pas un milliard, quoi. Donc elle vient d'Allemagne, hein, elle vient d'un célèbre site allemand. Donc on a ce qu'il faut, donc un cerveau. Ils auraient pu indiquer dans la notice, parce que tout le monde regarde les notices avant d'acheter leur voiture, quoi. C'est la base. Ils auraient dû indiquer dans leur notice que le cerveau devait être un low profil, quoi. Voilà, ça c'est vraiment pareil pour la lipo, indiquer que c'est une lipo shorty. Si j'avais su que c'était une lipo shorty, j'aurais peut-être hésité à la prendre. Le cerveau, je l'ai acheté en même temps que la voiture, mais j'ai pris un cerveau standard, donc du coup je me retrouve avec un cerveau qui me sert à rien, parce que c'est pas marqué qu'il faut un low profil. Les outils qui ne sont pas livrés dans la boîte,
Il n'y en a aucun de livré, hein, réellement. Même pas de clé en croix ou de trucs pour régler les biellettes, hein, je vous le dis. Voilà. Ça, c'est les options. Bah, ça, par contre, les options, achetez-les. Hein. Déconnez pas, achetez les options qui vous permettent de régler la voiture. Parce que de toute manière, il n'y a aucune cote de réglage. Ouais, je vais vous montrer ça, vous allez halluciner, il n'y a aucune cote de réglage. Donc vous montez votre voiture un peu à l'arrache et vous espérez que ça tombe à peu près bien. Donc voilà, la notice, ça ressemble à ça. Donc on vous dit les vis que vous allez utiliser, ou en tout cas la petite visserie, ou tout ce qui ressemble à voilà. Et une étape, ça ressemble à ça. Donc en gros, vous avez les références des pièces, on vous dit à peu près où elles vont, et vous espérez que ça tombe juste. Qu'on soit bien d'accord, hein, la notice, c'est voilà. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule. C'est juste pour dire qu'il y a une notice, quoi. Bon, voilà, on commence par la transmission principalement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, ça c'est... Pareil, c'est un truc, je comprends pas. Le support moteur, il est là, il est en métal, c'est une plaque de tôle pliée. Alors, je veux bien qu'il faille faire des économies, je veux bien... Mais putain... Une plaque de tôle pliée, quoi. Quand on appuie sur le moteur, une fois que c'est monté, le moteur bouge, quoi. Alors, c'est pas l'horreur absolue, hein. On n'est pas sur un support en plastique bas de gamme, quoi. Mais putain... Merde, quoi, il n'y a pas de roulement pour les barres anti-roulis, le châssis il est fraisé à l'arrache, le support de moteur il est dans une tôle bas de gamme, dans une tôle, quoi. C'est pas un support en alu, c'est un support en tôle, quoi. Bon, voilà, la rage est forte. Ah, voilà. Regardez. Vous voulez savoir quelle taille elles font, les biellettes, là? Ah ben, vous vous grattez. Vous grattez, vous espérez juste que vous n'allez pas mettre du pincement à l'avant, et voilà, et c'est tout. Et c'est tout. Ah putain, non mais sérieusement, quoi. Putain, la longueur des biellettes, quoi. C'est le minimum, je veux dire, c'est le minimum. C'est le genre de truc qui me rembarge, quoi. Et au moment où je montais la voiture, déjà mon mec, il était à côté de moi, il me regardait rager. J'étais encore en train de rager à ce moment-là, quoi, à cause du châssis. Puisque comme vous avez pu le voir, les premières étapes sont les étapes de montage sur le châssis. Donc je me suis aperçu assez rapidement que j'avais un défaut sur le châssis. Et là je rage à ce moment-là, et monsieur vient et regarde, il me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis regarde les biellettes. Il me dit putain, il n'y a pas de cote. Voilà. Il n'y a pas de cote, quoi. Il n'y a pas de putain de cote. Je veux dire... c'est pathétique. Bon, la seule chose qu'on sait, du coup, c'est qu'il faut que ce soit à peu près, égal droite-gauche, quoi. Mais voilà. Vous allez me dire, ouais, bon, ça va, les billettes de direction, tu mets un peu d'ouverture, ça passe, quoi. Oui. Voilà. Et celle-ci, là, celle qui me permet de régler le carrossage. Celles qui me permettent de régler le carrossage, je fais comment? Je mets quoi comme valeur? Je mets à peu près 2 degrés à l'œil. Putain, heureusement que j'ai des outils de réglage, hein, parce que voilà, si vous êtes débutant, si c'est votre première RC, prenez pas ça, quoi. Ne prenez pas ça. C'est vraiment, je vous dis, c'est la déception de l'année pour moi. Pas parce que le kit est de mauvaise qualité, mais parce qu'il y a plein de petits défauts. Et c'est des défauts, je trouve, rédhibitoires. Pour le châssis. Le châssis, c'est un défaut de fabrication, ça, à la limite. Si le SAV avait géré, j'en aurais probablement même pas parlé, ou ça aurait été anecdotique. Mais putain, la longueur des biellettes, quoi. La longueur des biellettes, quoi. Les étriers, parce que, bon, comme je vous disais, on n'a pas de rotule, on a des étriers, c'est des étriers de 4 degrés. Voilà, je ne sais pas s'il existe des options pour le changer, mais voilà, d'origine vous avez 4 degrés. Je vous donnerai la longueur de mes biellettes pour un réglage standard. Pour le réglage, je vous montrerai en fait sur la fiche de réglage à la fin, il donne les angles, mais tout le monde n'a pas de quoi mesurer les angles. Donc je vous donnerai les longueurs de biellettes.
Alors, les cardans sont indiqués qu'il faut les monter. Ça, par contre, c'est cool. Ils étaient déjà montés. Alors, moi, ça m'aurait pas gêné de les monter. Mais comme c'est des cardans à double joint, ça peut être un peu touchy à monter pour le commun des mortels. Donc, c'est cool que ce soit monté. Voilà, train arrière. Toujours pas de longueur de biellette, hein, d'accord. Vous noterez qu'il y a 2 rondelles sous la rotule de l'étrier. Je sais pas si on peut les enlever sans trop foirer la géométrie. J'ai pas regardé, hein, je vous cache pas que j'ai pas regardé. Je pense que c'est des rondelles de réglage, ceci dit. Quand vous les avez, vous avez pas mal de carrossage à l'enfoncement. Encore une fois, je n'ai pas roulé la voiture, donc je ne sais pas. Donc les fameuses barres anti-roulis, comme vous pouvez le voir, elles sont différenciées à l'avant et à l'arrière. La biellette du cerveau. Ça vous plaît, hein, moi ça me plaît, moi ça me fait délirer. Les amortisseurs, voilà. Pas d'indication de longueur non plus. Alors, à noter que les coupelles de ressort en bas sont en alu. Voilà, et faites gaffe à pas les monter à l'envers parce qu'elles se montent à l'envers et du coup vous contraignez plus la motion. Et on a aussi des ressorts différenciés à l'avant et à l'arrière, 2,7 à l'avant, 2,6 à l'arrière. L'huile c'est de la 400, alors moi j'ai utilisé de la Optima, donc on est sur la 421. Je suis pas sûr que ce soit très très grave d'avoir 21 en grade de plus, hein, voilà. N'oubliez pas de mettre cette rondelle là, la 1162-19. Moi je l'ai oublié. Et comme on est obligé de tout monter au frein filé, ne vous fiez pas non plus aux trucs qu'ils vous disent, parce que sur le fiche de réglage, c'est pas les mêmes. Oui. Donc là, on vous dit un trou, mais sur la fiche de réglage, c'est pas le même. C'est pareil pour les billettes de direction. On vous donne l'impression que c'est un trou, mais c'est pas le bon. Et oui. Donc voilà, là vous avez les 3 poids qui sont bien lourds, hein, mine de rien. Je sais pas si dans la réglementation les tractions doivent faire le même poids que les 4 roues motrices, mais du coup si c'est le cas, les poids rattrapent clairement le poids fait rattraper au châssis le poids d'une 4 roues motrices. Voilà, le moteur, le variateur, le gna. Ce qui est bien avec cette notice, c'est que je peux vous faire le tour complet, parce que là, voilà, vous voyez, on a fini. Hein, page 12. Page 12, chez Tamiya, on est encore au truc de il faut faire attention. Comment vous utilisez votre voiture, à pas avaler des pièces, comme ça. Moi, j'exagère un peu, hein, je rappelle que je suis marseillaise. Hein. Donc, la liste des pièces, les specs du châssis. Alors il marque éco-graphite. Je sais pas si c'est vraiment du carbone. Je pense que oui. Je pense que c'est un carbone entrée de gamme. Encore une fois, on est sur un châssis à 150 balles, hein, on est pas plus sûr. Et je pense que c'est du vrai carbone, mais entrée de gamme, donc un module pas cher, je pense. On est sur du 48p. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. C'est un joli châssis. Je maintiens quand même que c'est un joli châssis, qu'on n'est pas sur un truc au rabais. Hein. S'il n'y avait pas de défaut, enfin, s'il n'y avait pas, disons que ça vaut les 150 balles que ça coûte. Moi, le seul problème que j'ai eu, c'est ce défaut de châssis qui n'a pas été pris en charge par la garantie directement. Enfin, Team Magic, s'il vous plaît, vous pouvez vous sortir les doigts et m'envoyer un châssis en fait. Et voilà, et 2-3 solutions techniques un peu au rabais, genre les étriers à l'avant, je trouve ça un peu vintage. Le fait qu'il n'y ait pas de roulement sur les barres anti-roulis, ça aussi je trouve ça un peu vintage. Voilà, bon, on va s'en remettre. Donc la fiche de réglage elle est donnée pour une utilisation asphalte extérieur, avec une surface d'accroche moyenne. Donc voilà, on a les angles. Donc l'ouverture est à 1 degré, la chasse est à 4 degrés. Le carrossage à 1 degré. La hauteur de châssis est à 5 mm.
la butée basse est à 6,5 mm et la barre anti-roulis à 1,3 mm. Donc on est sur les réglages standards en ce qui concerne les points d'ancrage du triangle. Alors pareil, ils ont pas mis de trucs en plus, hein, donc vous grattez et vous grattez, voilà, tout simplement. Donc vous avez les trucs standards. Si vous voulez régler votre anti-cabrage, vous achetez l'option. Voilà. Puis si vous achetez l'option en alu parce qu'elle doit exister, c'est mieux parce que ça coûte plus cher. Pincement 3 degrés. Il y a énormément de pincements. On a 2 degrés de carrossage, la garde au sol est de 5,5 et la butée basse est à 7 mm, la barre anti-roulis est à 1,1 mm. Alors, du fait que j'ai un défaut sur mon châssis, que j'ai dû mettre des vis de merde, enfin des vis qui dépassent du coup, le 5 mm là de garde au sol, c'est mort quoi, hein, je suis à 2 mm en vrai. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu chier quoi. Pareil pour l'arrière, on est sur un réglage d'anti-cabrage anti-plongée standard. Voilà. Donc là on a la longueur des amortisseurs. Ça veut dire qu'une fois que vous avez monté votre voiture, il faut revenir ici, démonter les amortisseurs pour régler leur longueur qui est à 55,7. Youpi. Ils sont chiants à remplir ces amortisseurs, mais ils ont pour eux, une fois qu'ils sont remplis comme il faut, qu'ils sont bien purgés, ils ont l'avantage pour eux d'être faciles à régler. C'est-à-dire que supprimer le rebond, c'est assez facile, quoi. Je veux dire, il y en aura pas un si vous enfoncez la tige comme il faut dans l'amortisseur. Il n'y en aura pas un qui ressortira plus que l'autre. On a fait le tour. Je vais prendre quelques cotes sur la voiture pour que vous ayez une base. Et je reviens, je vous donne tout ça. Voilà. Donc je vous montre où est-ce que je prends la mesure. Je la prends ici. Donc les biellettes avant, 17,80. Les biellettes supérieures avant, 17,80. Les biellettes de direction, 30, tout rond. Et les biellettes supérieures arrière, 15,2. La biellette de direction centrale, 10,2. Voilà. Pour le réglage de tension de la courroie du différentiel, je suis au centre en bas. Voilà. Vous savez à peu près tout sur ce châssis. Que dire de plus ? Voilà. Si vous êtes débutant, ne prenez pas ça. Il faut avoir un peu de matos de réglage. Voilà, on n'est pas du tout sur un châssis facile à monter, quoi. C'est facile à régler. Il y a aucune cote, quoi. Voilà, je suis obligé moi de vous donner des cotes pour que vous puissiez le monter éventuellement sans vous casser la tête, quoi. Donc on n'est pas sur un châssis facile à appréhender. Et je vous conseille vivement de ne pas acheter ce châssis-là si vous voulez un premier châssis traction ou si vous voulez un premier châssis tout court. Je pense que chez Free Racing, ce sera plus simple à monter et à régler, parce que déjà vous avez la longueur des biellettes. Si vous voulez vraiment du facile à monter, il va y avoir du Tamiya. Il va y avoir du Tamiya, les M châssis Tamiya, alors qu'on soit bien d'accord, à moteur égal, on a performance égale sur un M châssis et sur un châssis 257 comme celui-ci. Donc 257 c'est la longueur, c'est l'empattement standard chez les Touring. Mais vous allez trouver du M châssis en 210 ou voilà, enfin, des châssis plus petits quoi, en fait, tout simplement. En termes de performance, à moteur égal, c'est la même chose. C'est juste que vous allez avoir un châssis vraiment plus vif en M châssis qu'en 257.
Voilà. Après, je sais pas, par contre, pour les courses, si les M-châssis sont autorisés. Voilà, ça c'est un des points, je ne saurais pas vous dire. Je sais même pas si les tractions sont autorisées en compétition touring. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Si elles sont au poids et qu'elles rentrent dans la boîte, il n'y a pas de raison. Mais voilà, je sais pas ce qu'il en est en fait. Voilà. Donc, pour mon châssis, en dehors donc de son défaut, il est clairement surmotorisé, 10 tours et demi pour une traction, c'est n'importe quoi. Surtout qu'il n'est pas sensored, donc ça veut dire que ça va être un petit peu brutal, je pense. Bon, ça va, c'est pas non plus la fin du monde, on a fait sensorless jusqu'à ce que les sensored arrivent, et personne n'en est mort. En 1/8 tout terrain, a priori ça se fait encore. En compétition et tout. J'ai vu du 1/10 compétition aussi qui était sensorless. Bon, en touring, est-ce que c'est... Alors, il y a une claire différence, hein. Moi je la vois, je la ressens. Il y a vraiment une différence de... il y a réellement une différence de comment dire, de douceur de fonctionnement. Et, alors ça par contre c'est peut-être un placebo et c'est peut-être une impression, j'ai l'impression qu'un moteur égal, un moteur sensored prend plus de tours. C'est vraiment une impression, je suis vraiment pas sûr de moi, ce serait à confirmer. J'ai eu cette impression là sur la même voiture avec le même moteur, juste avec le câble débranché ou branché. Pour en revenir à ce moteur qui est un 10 tours et demi, je pense que pour une traction 13 tours et demi, ça doit être suffisant. Après, je vous cache pas que mon but c'est toujours de suivre mon mec. Bon, il débute lui, hein, donc du coup voilà. Mais mon but c'est de le suivre en traction quand lui il a la Cero en fait. Parce qu'il a aussi une Cero, il a la sienne. Hein. On a à peu près les mêmes montages dessus. Mais il a la sienne. C'est-à-dire qu'on a chacun une Cero. Voilà. Et donc là, mon but avec celle-ci, ce serait d'essayer de le suivre. J'arrive avec ma traction à suivre son TT02 SR, un moteur égal, mais ma voiture elle fait presque 900 grammes de moins, quoi. Donc ça paraît logique, même si en virage je galère, tout le reste du temps, en virage serré je galère, tout le reste du temps je vais plus vite que lui, puisque la voiture fait presque 1 kg de moins, quoi. Enfin, j'ai pesé ma traction à 1,3 kg et on a pesé la TT02 à 2,2 kg, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a 900 grammes d'écart. 900 grammes d'écart, ça commence à piquer quand même, hein, mine de rien. Donc voilà, c'est normal qu'un moteur égal, j'arrive à le suivre. Maintenant, le but là, avec la traction, c'est que je le suive avec un moteur quand même a priori légèrement moins performant, puisque je suis en 10 tours et demi sur celle-ci. Et il me semble qu'hier, on en a parlé avec monsieur, et qui me disait que les Cero étaient montés en 8 tours et demi. Donc voilà, le défi va être de taille. Et je pense que ça va beaucoup être en fonction de la piste. Je pense que sur une piste sinueuse, il aura plus de facilité que moi, qui vais patiner à chaque réaccélération. Par contre, sur une piste rapide, j'aurai peut-être une piste rapide glissante, j'aurai peut-être plus de facilité. Voilà, bon, à voir, je sais pas, on verra. Sachant que j'ai pas fait de session de réglage réellement sur sa voiture. J'aimerais bien le faire avant qu'on aille rouler. J'aimerais bien que sa voiture soit nickel, enfin sa Cero soit nickel avant d'aller rouler. Voilà. Elle, j'ai passé du temps à la mettre au point, à la régler, voilà, je voulais que ça tombe tout au 10e de millimètre près, comme toujours d'ailleurs, hein, sur mes pistards. Alors autant sur mes bullies,
Bon, ça va, s'il y a un dixième d'écart entre la droite et la gauche, je m'en fous un petit peu parce que, bon, voilà. Encore que le NXT, j'y fais super attention, mais les touring, c'est n'importe quoi. Je peux passer une heure à régler un carrossage ou un pincement, quoi. Bon, voilà. C'est nawak, et je vous parle même pas débuté basse, parce que à terme, si je me motive, j'enlèverai la prise DIN. Alors pourquoi j'ai une prise DIN sur mon variateur, sur celui-ci en particulier, alors que je pourrais brancher en P4 3,5 directement, c'est parce que toutes mes autres voitures sont en DIN. Vous allez me dire oui, le DIN c'est nul, hein. Ça va, on se calme, je fais du 1 dixième, hein, voilà déjà, donc il n'y a pas 5 millions d'ampères qui passent dans mes prises. J'ai jamais eu de problème. J'ai eu des problèmes une fois sur le NXT, qui est en 4S du coup, et sur lequel j'utilise des DIN aussi, mais c'était un DIN qui avait un petit peu chauffé parce que la soudure était mal faite. Et du coup, je peux même pas en vouloir à la prise, c'est ma soudure qu'il faut en vouloir. Voilà. Donc voilà, moi le DIN ne me dérange pas, surtout que comme vous pouvez le voir, j'utilise des DIN un petit peu haut de gamme, qui ont l'avantage d'avoir une prise en main facile et qui protège le câble au niveau de évidemment, et qui protège le câble au niveau de là où le câble rentre. Voilà. Autre chose, j'ai mis du câble jaune pour le moteur. Je sais pas si ça va rester jaune, ça pourrait devenir bleu parce que en fait le cerveau est bleu, le petit Easy Run là il est bleu, enfin le Max 10 est bleu. Bon voilà, ça pourrait devenir bleu à terme, mais le bleu à la base je l'avais prévu pour la Tamiya. J'essaierai de mettre la télémétrie sur celle-ci. Je dis bien j'essaierai parce que la dernière fois que j'ai essayé de mettre la télémétrie sur mon NXT, ça m'a fait une grosse fumée blanche qui sortait de mon variateur. J'ai eu peur, mais il fonctionne encore. Donc je pense que c'est plutôt le fil de la télémétrie qui a cramé. Donc voilà, la télémétrie, ça me fait un peu peur. En même temps, ça me fait chier de pas l'utiliser parce que c'est une des particularités de ma nouvelle télécommande qui est une FlySky. J'ai oublié le nom. FlySky, c'est une FlySky avec la télémétrie en Ant+. Je pense que j'ai pas mal digressé, mais j'ai digressé en fin de vidéo. C'était fait pour. Comme ça, vous pouvez zapper la digression. J'essaierai de faire comme ça à chaque fois parce que la digression, c'est moi qui parle toute seule en fin de compte, qui voilà, donc ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, et j'essaierai de le mettre dans les annotations, enfin de chapitrer un peu la vidéo, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, bisous et à bientôt pour un autre kit sûrement, pour d'autres vidéos RC, et voilà, bisous, ciao.